Le portrait de Giacometti dans la force de l'âge de Simone de Beauvoir. Au cours de ce printemps, nous nouâmes une nouvelle amitié. Nous fîmes, grâce à Lise, la connaissance de Giacometti. Depuis longtemps, nous avions remarqué, je l'ai dit, son beau visage minéral, la broussaille de ses cheveux, ses allures de rôdeur. J'avais appris qu'il était sculpteur et suisse. Je savais aussi qu'il s'était fait écharper par une automobile, c'est pourquoi il s'appuyait sur une canne et boitait. On le voyait souvent avec de jolies femmes. Il avait remarqué Lise au Dôme, il lui avait parlé, elle l'avait amusée, et il s'était pris de sympathie pour elle. Elle disait qu'il n'était pas intelligent. Elle lui avait demandé s'il aimait Descartes, et il avait répondu de travers. Elle avait donc décidé qu'il l'ennuyait. Mais il lui offrait au Dôme des dîners qu'elle trouvait fabuleux. Jeune, robuste, vorace, elle n'arrivait pas à assouvir sa faim dans les restaurants d'étudiants où elle se nourrissait. Elle acceptait avec empressement ses invitations. Cependant, la dernière bouchée avalée, elle s'essuyait la bouche et se levait. Pour la retenir, il avait inventé de commander un second repas qu'elle engloutissait aussi joyeusement que le premier. Quand elle en avait fini, inexorablement elle partait. « Quelle brute !» disait-il avec une espèce d'admiration. Et pour se venger, il lui donnait de petits coups de canne sur les mollets. Elle se plaignit une fois qu'il l'eût invitée à la Palette avec des gens tout à fait assommants. Elle avait bâillé pendant toute la conversation. Nous sûmes plus tard les noms de ces importuns. C'étaient Dora Maar et Picasso. L'atelier du sculpteur s'ouvrait sur une cour où Lise trouvait commode de s'installer pour camoufler les bicyclettes qu'elle volait aux quatre coins de Paris. Je lui demandai ce qu'elle pensait des œuvres de Giacometti, et elle rit d'un air mystifié. « Je ne sais pas, c'est tellement petit. » Elle affirmait que ses sculptures n'étaient pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Comment juger ? Il avait une drôle de manière de travailler, ajoutait-elle. Tout ce qu'il faisait dans la journée, il le cassait au cours de la nuit, ou inversement. Un jour, il avait entassé dans une charrette à bras les sculptures qui remplissaient son atelier, et il avait été les balancer dans la Seine. Je ne me rappelle plus les circonstances de notre première rencontre. Elle eut lieu chez Lippe, je crois. Nous comprîmes aussitôt que sur l'intelligence de Giacometti, Lise s'était méprise. Il en avait à revendre, et de la meilleure espèce, celle qui colle à la réalité et lui arrache son vrai sens. Jamais il ne se contentait d'un on-dit, d'un à peu près. Il allait droit aux choses et les assiégeait avec une infinie patience. Parfois, il jouait de bonne heure et les retournait comme un gant. Tout l'intéressait. La curiosité était la forme que prenait son amour passionné de la vie. Quand il avait été renversé par une auto, il avait pensé avec une sorte d'amusement. « Est-ce ainsi qu'on meurt ? Que va-t-il m'arriver ?» La mort même était à ses yeux une expérience vivante. Pendant son séjour à l'hôpital, chaque minute lui avait apporté quelque révélation inattendue. C'est presque à regret qu'il en était sorti. Cette avidité m'allait au cœur. Giacometti se servait de la parole avec maîtrise pour modeler des personnages, des décors, pour les animer. Et il était de ces très rares individus qui, en vous écoutant, vous enrichissent. Il y avait entre Sartre et lui une affinité plus profonde. Ils avaient tout misé, l'un sur la littérature, l'autre sur l'art. Impossible de décider lequel était le plus maniaque. Le succès, la gloire, l'argent, Giacometti s'en foutait. Il voulait réussir son coup. Qu'est-ce qu'il cherchait au juste ? Moi aussi, la première fois que je les vis, ces sculptures me déconcertèrent. Il était vrai que la plus volumineuse avait à peine la taille d'un petit pois. Au cours de nos nombreuses conversations, il s'expliqua. Il avait été lié autrefois avec les surréalistes. Je me rappelais en effet avoir vu dans L'amour fou son nom et la reproduction d'une de ses œuvres. Il fabriquait alors des objets, tels que les aimait Breton et ses amis, qui ne soutenaient avec la réalité que des rapports allusifs. Mais depuis 2 ou 3 ans, cette voie lui apparaissait comme une impasse.
Il voulait revenir à ce qu'il jugeait aujourd'hui le véritable problème de la sculpture. Recréer la figure humaine. Breton avait été scandalisé. Une tête, tout le monde sait ce que c'est. Giacometti, à son tour, répétait cette phrase avec scandale. À son avis, personne n'avait réussi à tailler ou à modeler une représentation valable du visage humain. Il fallait repartir à zéro. Un visage, nous disait-il, c'est un tout indivisible, un sens, une expression. Mais la matière inerte, marbre, bronze ou plâtre, se divise au contraire à l'infini. Chaque parcelle s'isole, contredit l'ensemble, le détruit. Il essayait de résorber la matière jusqu'aux extrêmes limites du possible. Ainsi en était-il arrivé à modeler ces têtes, presque sans volume, où s'inscrivait, pensait-il, l'unité de la figure humaine, telle qu'elle se donne à un regard vivant. Peut-être trouverait-il un jour un autre moyen de l'arracher à la vertigineuse dispersion de l'espace. Pour l'instant, il n'avait su inventer que celui-là. Sartre, qui depuis sa jeunesse s'efforçait de comprendre le réel dans sa vérité synthétique, fut particulièrement touché par cette recherche. Le point de vue de Giacometti rejoignait celui de la phénoménologie, puisqu'il prétendait sculpter un visage en situation, dans son existence pour autrui, à distance, dépassant ainsi les erreurs de l'idéalisme subjectif et celles de la fausse objectivité. Giacometti n'avait jamais pensé que l'art pût se borner à faire chatoyer des apparences. En revanche, l'influence des cubistes et des surréalistes l'avait entraîné, comme beaucoup d'artistes de l'époque, à confondre l'imaginaire et le réel. Pendant tout un temps, il avait travaillé non pas à montrer la réalité à travers un analogone matériel, mais à fabriquer des choses. Maintenant, il critiquait chez les autres comme en lui-même cette aberration. Il parlait de Mondrian, qui, considérant que sa toile était plate, refusait d'y inscrire imaginairement 3 dimensions. Mais, disait Giacometti, avec un sourire cruel, lorsque 2 lignes se croisent, il y en a tout de même une qui passe au-dessus de l'autre. Ces tableaux ne sont pas plats. Personne ne s'était enfoncé aussi loin dans cette impasse que Marcel Duchamp, que Giacometti aimait beaucoup. D'abord, il avait peint des tableaux, entre autres la célèbre mariée mise à nu par ses célibataires mêmes, mais un tableau n'existe que par le regard qui l'anime. Duchamp voulait que ses créations tiennent debout sans aucun secours. Il s'était mis à copier avec du marbre des morceaux de sucre. Ces simulacres ne l'avaient pas satisfait. Il avait façonné des objets usuels, tout à fait réels, entre autres un échiquier. Puis il se contenta d'acheter des assiettes ou des verres et de les signer. Il finit par se croiser les bras. Note, je reproduis cette histoire telle que, selon ma mémoire, Giacometti la racontait. Chez Giacometti, ces faux problèmes ne répondaient à rien de très profond. Son vrai souci était de se défendre contre l'infinie et terrifiante vacuité de l'espace. Pendant toute une époque, quand il marchait dans les rues, il lui fallait toucher de la main la solidité d'un mur pour résister au gouffre qui s'ouvrait à côté de lui. À un autre moment, il lui semblait que rien n'avait de poids. Sur les avenues, sur les places, les passants flottaient. Chez Lippe, désignant les murs surchargés de décorations, il disait joyeusement « Pas un trou, pas un vide, la plénitude absolue ». Je ne me lassais jamais de l'entendre. Pour une fois, la nature n'avait pas triché. Ce que promettait son visage, Giacometti le tenait. À le regarder de près, d'ailleurs, il sautait aux yeux que ses traits n'étaient pas ceux d'un homme ordinaire. On ne pouvait pas prédire si oui ou non il tordrait le cou à la sculpture, ou s'il échouerait à maîtriser l'espace. Mais sa tentative même était déjà plus passionnante que la plupart des réussites.